Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui va être enregistré, je tiens à le préciser, pour que vous puissiez ensuite retrouver le replay sur le site du CLEMI. Donc nous allons lancer l'enregistrement, c'est fait. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau numéro des invités du CLEMI, un webinaire tout à fait particulier pour deux raisons. D'une part, il se déroule à 3 jours du lancement de la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui démarre donc lundi. Et puis nous le faisons, nous avons le plaisir de le faire en direct depuis la maison de la radio. Nous avons été en contact avec Nicolas, puis René à mes côtés, et les équipes de Radio France qui nous ont proposé de venir le faire dans ce bel endroit dédié aux médias et à l'information, et nous en sommes ravis. Donc aujourd'hui, vous le savez, la thématique, c'est le sport, l'olympisme et les médias et l'information. C'est l'une des thématiques de la SPME de cette année. Et donc, l'idée, ça va être d'échanger avec Nicolas sur toutes ces thématiques-là. Le CLEMI a travaillé sur des ressources autour du journalisme sportif. On vous en montrera un petit peu tout à l'heure. Et Nicolas y a participé avec tout son talent et sa gentillesse. Et on s'est dit que c'était important de travailler sur ces thématiques-là pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a le contexte. Est-ce que tu peux couper ton micro, Nicolas, s'il te plaît? Merci, parce que j'avais un retour. Voilà. Évidemment, il y a le contexte olympique. Les Jeux olympiques et paralympiques qui se tiennent cette année à Paris. Donc, c'était important pour nous de travailler là-dessus, puisque les Jeux olympiques et paralympiques vont constituer tout simplement le plus grand événement médiatique jamais organisé sur le sol français. Et puis, un journaliste sportif, c'est avant tout un journaliste, avec tout ce que cela implique en termes de construction de l'information, de travail sur les sources, etc., etc. On va en parler également avec Nicolas. Et puis enfin, le journalisme sportif, c'est un journalisme avec des exercices très spécifiques. On va parler de l'interview sportive, on va parler du commentaire sportif. Et encore une fois, ce sont des thématiques qu'on a traitées dans les ressources que nous allons bientôt mettre en ligne sur le site du CLEMI. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Nicolas, d'être là. Donc, Nicolas, tu es journaliste au sein du service des sports de France Info. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un journaliste sportif, pour entrer dans le vif du sujet, Nicolas? Bonjour à tous, déjà, je suis ravi d'être avec vous, journaliste à France Info et France Inter et France Bleu, parce que la direction des sports, je le précise, à Radio France est transverse, c'est une des particularités chez nous à Radio France. Être journaliste sportif, je pense que c'est être journaliste déjà. D'ailleurs, j'ai pas, moi, d'exemple dans mon entourage professionnel et même dans d'autres médias de journalistes sportifs qui n'ont fait que du sport dans leur carrière. On a tous une formation de généraliste. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans à France Bleu Pays de Savoie, où j'ai occupé à peu près tous les postes, donc dans une locale de Radio France avant d'arriver au sport. Donc on est avant tout journaliste, donc on fait des sujets, on vérifie des informations, on construit, comme tu l'as dit, l'information. Et le journalisme sportif, en tout cas à la radio, et en ce qui me concerne, a cette spécificité qui est aussi du commentaire, donc qui nécessite de rendre compte de matchs en direct à la radio, ou d'événements sportifs en tout cas, ce qui est une spécificité, là, pour le coup, vraiment liée au journalisme sportif. Mais on est avant tout des journalistes qui vérifions nos informations, qui les traitons, qui les mettons à l'antenne, et avec cette part récréative, quelque part, qui peut être aussi le commentaire sportif, qui nécessite une maîtrise du direct avant tout, et de transmettre à la fois des informations, et c'est peut-être ce qui va nous occuper en partie aujourd'hui, des émotions, ce qui n'est pas le cas forcément sur les autres champs journalistiques, en tout cas à la radio. Et effectivement, et tu le disais, donc il y a aussi la nécessité de faire preuve de beaucoup d'agilité et d'adaptabilité, parce que le journalisme sportif, c'est souvent du journalisme en direct. Ouais, c'est vrai que c'est une remarque qu'on a souvent, parfois quand des techniciens nous accompagnent sur des événements sportifs. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire quelques Tours de France.
Ces techniciens-là accompagnent parfois, pas toujours, mais parfois des journalistes de France Info, de France Inter sur le terrain, des journalistes politiques, des journalistes économiques, enfin, tous les journalistes en fait. Et il nous dit, vous avec les sportifs, ce qui est assez déstabilisant, c'est que vous écrivez pas. Alors des fois on écrit, mais parfois on n'écrit pas toujours, et forcément sur un commentaire de match, on n'écrit pas du tout. Donc il y a cette espèce de journalisme sans filet, on va dire, sur le commentaire sportif, hein, je parle, qui est vraiment une spécificité qu'on a nous, et qu'on essaye de développer plus ou moins bien, mais c'est un champ, en tout cas, dans le sport qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc oui, on est parfois sans filet à l'antenne. Alors, je parlais de France Bleu tout à l'heure. C'est moins le cas, par exemple, à France Info, mais à France Bleu, les journalistes sportifs qui commentent, je ne sais pas, pour France Bleu Azur, par exemple, les matchs de Nice, ils sont sans filet pendant 2 heures, quoi. Moi, j'ai connu ça. Alors, à France Bleu Pays de Savoie, ça remonte. Et pour peut-être les plus sportifs d'entre vous, c'était Évian-Thonon-Gaillard à l'époque, que j'ai commenté en Ligue 1 de foot, qui a disparu depuis. Mais c'était 2 heures, 2 heures et demie sans filet. On ouvrait l'antenne, c'était parti. Il fallait tenir le crachoir, entre guillemets, pendant 2 heures et demie. Donc, c'est pas tout à fait les exercices qu'on a, nous, aujourd'hui, par exemple, à France Info, ou quand on est envoyé sur du commentaire sportif. C'est généralement quand même sur de la non-intégrale, quoi. C'est assez rare de faire de l'intégrale sur un match. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois, c'était la finale de la Coupe du Monde, le France-Argentine au Qatar. Généralement, en plus, on n'est pas tout seul à l'antenne, on était 3 ce jour-là. Donc voilà, on a quand même effectivement des différences, mais c'est vrai que le direct sportif, c'est quelque chose qui s'improvise par définition, mais qui ne s'improvise pas dans le sens où on peut quand même vite perdre ses moyens, quoi. Même si c'est des points de 2-3 minutes, 2-3 minutes à la radio, ça peut être long, quoi. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit peu de background, un petit peu de facilité entre guillemets à l'antenne, puis surtout, c'est comme tous les boulots, ça se prépare, quoi. Voilà, mais excellente transition, Nicolas. Du coup, tu parlais d'information, d'émotion, en rôle commentateur sportif. C'est les deux aspects auxquels il doit faire très attention lorsqu'il est sur un événement. Oui, information, oui, comme on est journaliste avant tout, donc déjà, la priorité, c'est de ne pas dire de bêtises. Que les infos qu'on donne soient vérifiées. Alors, c'est sûr qu'il y a moins d'enjeux, sans doute, sur un match de foot que sur de l'info politique, de l'info économique, mais même si on est en direct, il faut qu'on donne la bonne info, de ce qui se passe devant nous, et puis du contexte, quoi, quand il y a des dossiers qui peuvent être chauds sur le plan sportif, et ça existe, on donne l'info qu'on a. Moi, j'ai un exemple hier soir, par exemple, je travaillais jusqu'à minuit, on a des postes décalés comme ça de perm un petit peu à la rédaction à France Info, donc hier soir, il y a une info qui sort sur le Real Madrid qui refuse d'envoyer ses joueurs, quelle que soit leur nationalité, tout son effectif au JO. Donc, on a des papiers qui commencent à sortir un petit peu de partout sur Mbappé fera pas les JO ou Mbappé fera pas les JO, point d'interrogation. Nous, on essaie déjà de vérifier l'info. L'info que le Real n'envoie pas, on arrive à la vérifier. Par contre, l'info que Mbappé ne fera pas les JO, on l'a pas, nous. Et elle est invérifiable en l'état pour l'instant, parce qu'Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid, donc on n'y va pas. On n'y va pas, on donne l'info qu'on a. Donc ça, c'est un petit exemple, mais qu'on peut, je ne sais pas, s'il y avait un match du PSG demain et qu'on est amené à contextualiser un petit peu ce match du PSG, on ne va pas aller, sur France Info en tout cas, on ne va pas prendre le risque de dire Mbappé ne fera pas les JO, même si peut-être qu'à 99%, il ne le fera pas, mais on n'a pas l'info, quoi. Donc, cette rigueur journalistique qui s'applique à tous les journalistes, elle s'applique aussi dans le sport. Voilà, avec peut-être on va dire des échelles de gravité différentes par rapport à d'autres domaines. Et le côté émotionnel, oui, là pour le coup, c'est une vraie spécificité du journalisme sportif. C'est en tout cas, nous, journalistes sportifs, qui faisons du commentaire ce qu'on aime, quoi. Enfin, transmettre aussi, parce que c'est là qu'on s'amuse. C'est sur une victoire importante de transmettre la joie. C'est sur le match de l'OM hier, par exemple, qui frôle la cata, de transmettre la trouille. C'est d'être au stade, de ressentir un truc et de le retransmettre, quoi. Et là, effectivement, on n'est pas dans la rigueur, on est dans l'émotion.
Mais ça se travaille aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus monter trop dans les tours. Il faut s'adapter aux médias pour lesquels on travaille déjà, au public auquel on s'adresse aussi. Donc, voilà, ça se travaille aussi. Mais ce côté émotionnel, c'est vrai qu'il est, il est constant chez les journalistes sportifs. C'est pour ça que je pense beaucoup d'entre nous choisissons ou tentons de faire ce métier. C'est peut-être moins le cas sur d'autres champs journalistiques, encore une fois, quoi. Alors, avant d'entrer dans le détail précisément des techniques journalistiques, juste une question, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui rêvent de faire ton métier. Alors, est-ce qu'il faut aimer le sport, on l'imagine, mais est-ce qu'il faut être vraiment spécialiste du sport pour arriver à faire ce métier? Ça dépend de ce qu'on appelle spécialiste, mais oui, il faut être intéressé par la discipline qu'on couvre, mais on n'a pas besoin, en tout cas, pour moi aujourd'hui à France Info ou à Radio France, j'ai pas besoin d'être un spécialiste vraiment de l'aviron, par exemple, si je suis amené à couvrir une compétition d'aviron. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois à France, le pays de Savoie, alors que je n'ai rien compris à l'aviron. On m'a envoyé couvrir des championnats du monde qui avaient lieu sur le lac d'Aiguebelette à l'époque. Et pour le coup, jamais de ma vie, je dirais que je suis un spécialiste d'aviron. Et pourtant, la compète, je l'ai couverte, on ne la commentait pas en intégralité. Mais voilà, il faut comprendre quand même le sport, s'intéresser au sport, baigner dans le sport au quotidien, ça c'est une certitude. Après, oui, moi je suis dans la cellule foot de la direction des sports de Radio France, donc oui, je suis un spécialiste du foot, oui, dans le sens où je suis l'actualité du foot au quotidien. Après, je suis l'actualité du foot pour Radio France. Je pense que sur des médias sportifs, par exemple, je pense à l'équipe, il y a des gens à l'équipe qui sont beaucoup plus spécialistes du foot que moi. Mais il faut être spécialiste avec les réserves d'usage en fonction du média pour lequel on travaille, encore une fois, et du public auquel on s'adresse. On peut aller, malgré tout, et moi ça m'est quand même arrivé plusieurs fois, commenter une discipline, couvrir une discipline sans en être vraiment un spécialiste jusqu'au bout des ongles, quoi. Est-ce qu'il faut l'aimer, la discipline? Oui, là je pense que, enfin, en tout cas ça aide. Pour reprendre mon exemple d'aviron, pas d'affinité particulière avec l'aviron. J'ai rien contre l'aviron, mais voilà, ça m'a pas aidé à plus aimer l'aviron et ça m'a pas aidé à faire mon travail. Ça m'a pas empêché de faire mon travail ce jour-là. Donc, mais oui, moi j'aime le foot, donc oui, ça m'aide forcément dans la pratique de mon travail. J'adore le cyclisme. C'est grâce au Tour de France que j'ai réussi à m'extirper de France, le pays de Savoie, pour arriver ici, même si je ne m'en suis pas échappé du tout. J'étais très très heureux à France, le pays de Savoie, surtout que c'est ma région. Mais c'est les Tours de France, moi, qui m'ont permis finalement d'arriver ici et d'avoir envie de vivre ça finalement dans d'autres disciplines. Moi, j'adore le Tour de France, et si j'ai fait un peu le forcing ou fait en sorte de pouvoir les couvrir pour Radio France, j'en ai couvert 5. C'est parce que j'aime le vélo et parce que j'aime le Tour de France. Donc oui, moi, ça aide d'aimer la discipline. Mais ne pas l'aimer n'empêche pas d'aller la commenter. Alors, pour parler précisément de la préparation d'un événement que tu vas les couvrir, on va parler très précisément de ce que tu as fait la semaine dernière. Tu t'es rendu au stade Vélodrome pour couvrir, pour commenter un match de football de Coupe d'Europe entre Marseille et Villarreal. Et là, pour le coup, alors quand on est amateur de football, qu'on suit le championnat de France, l'OM, on maîtrise à peu près. Villarreal, ce n'est pas une équipe de premier plan du championnat d'Espagne. Alors, comment tu t'en es sorti? Comment tu as préparé cet événement-là? Sur Villarreal, alors, différemment encore une fois que si j'avais à commenter le match en intégrale, où là je serais allé chercher des infos sur quasiment tous les joueurs, on va dire, bosser à peu près tous les joueurs, sans tomber dans le too much et aller chercher des stats qu'on pourrait jamais placer, par exemple, mais quand même, quoi, parce que ne serait-ce que pour la pratique du commentaire sportif, si j'avais été en intégrale, ce qui n'était pas le cas ce jour-là, il faut quand même décrire les actions, quoi. Et décrire les actions, décrire ce qui se passe, ça nécessite déjà de voir à peu près quels joueurs sont à quel poste, de les reconnaître
et si possible d'avoir un petit peu de biscuit pour en parler s'il se passe quelque chose sur tel ou tel joueur. Là, j'ai pas préparé le match côté Villarreal, je veux dire, aussi loin que ça, quoi. Je suis allé voir à peu près quel était le contexte de cette équipe à l'heure actuelle. Je trouvais que c'était une équipe qui allait bien, qui marchait bien. Donc son classement en championnat espagnol, les joueurs phares quand même, avoir 2-3 billes sur le principal buteur, le contexte, la dynamique, voir vite fait quand même quels sont les joueurs qui peuvent être absents. Voilà. Parce que je sais que quand je vais commenter le match le soir pour France Info, ce qui était le cas ce jour-là, on va pas me demander de faire 30 minutes en intégralité. On va me demander de faire des points. On va me demander, et c'était le cas d'ailleurs ce jour-là, des points finalement assez longs, parce qu'on est quand même sur un quart de finale de Coupe d'Europe, parce que c'est l'OM, parce qu'il y a un contexte autour de l'OM qui marche bien, le retour de Jean-Louis Gasset, etc. Donc, je sais que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup d'infos sur Villarreal. Par contre, il faut aller chercher les bonnes infos. Et les bonnes infos qui vont permettre, qui vont être placées d'une manière certaine, c'est celle-ci, quoi. La dynamique de Villarreal, ce qui va faire l'histoire de ce match aussi, et ce qui faisait l'histoire de ce Marseille-Villarreal, c'est l'entraîneur de Villarreal, qui s'appelle Marcelinho, qui est l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui est parti de Marseille en début de saison, en très mauvais termes avec les supporters marseillais. Donc cette histoire-là, je sais avant le match qu'elle va émerger, donc je vais aller la creuser un petit peu. Donc je vais aller essayer de regarder un petit peu autour de Marcelinho, comment ça se passe depuis son arrivée à Villarreal, est-ce qu'il a eu des contacts depuis avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, essayer de voir un petit peu les supporters qu'elle accueille. Il lui réserve ce jour-là parce qu'on voit à droite à gauche que l'accueil serait glacial, et c'est ce qui a été plus ou moins le cas. Donc ça, je l'ai bossé parce que je sais que malgré tout, même si on va me demander de faire des petits points et de quelques minutes, que ce soit avant le match, au début du match, voire pendant le match, je sais que ça va être quelque chose qu'il faut bosser, donc qu'il faut un petit peu avoir sous le coude. Donc je vais chercher ces infos-là. Moi, je me les note ou pas. Généralement, je sais quand il faut que je me note ou pas les infos. Là, je le connaissais, le contexte, donc ça allait. Par contre, on bosse un petit peu plus l'OM. Mais bon, au bout d'un moment dans la saison, là, franchement, je les connais. Alors, je vais vérifier effectivement pour l'OM à combien de buts est Aubameyang. Il y avait une question de record, par exemple, pour lui à battre sur ce jour-là du nombre de buts marqués dans l'histoire de cette compétition-là, qu'est la Ligue Europa. Je vais aller, ça, je vais me les noter parce que c'est des choses qui vont enrichir le commentaire, quoi. Donc voilà comment je l'ai préparé ce match-là. Si j'avais dû être en intégrale, j'aurais poussé les curseurs tout un petit peu plus loin, quoi. Voilà, pour en avoir un petit peu plus sur le coude. Mais une fois que le match a commencé, de toute façon, on est porté par le match, donc on est toujours sauvé aussi par le match. Il se trouve qu'en plus, ce jour-là, c'était un match vivant, où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à commenter en direct. Donc généralement, on prépare beaucoup plus de choses que ce qu'on ne donne. Et on a besoin de notre petite bouée de sauvetage quand il ne se passe rien. Ce qui n'était pas le cas ce jour-là, quoi. Donc voilà à peu près comment j'ai commenté ce match-là. Préparer ce match-là. Du coup, alors, on va arriver à un moment incontournable alors qu'on parle d'éducation et de l'information. La question des sources, Nicolas. Toutes ces infos-là que tu as collectées, où est-ce que tu les as trouvées? Est-ce que tu allais contacter des gens que tu connais autour de l'Olympique de Marseille? Enfin, dis-nous. Alors, les infos utiles pour la technique du commentaire en elle-même, c'est des infos assez faciles à trouver, hein, finalement. Donc, c'est des infos qui tournent beaucoup, souvent quand même autour des statistiques. Donc, je veux dire, il y a pas, c'est pas touchy, quoi. Les statistiques, on va sur des sites officiels, des classements de telle ou telle institution, que ce soit la Ligue 1, que ce soit la Coupe d'Europe, que ce soit ci, que ce soit ça. Là où vraiment, enfin, je pense comprendre la question, il y a la même gestion des sources que dans d'autres domaines que le sport, c'est plus finalement dans du sujet, dans du reportage, dans de la vérification d'infos, qui vont ensuite enrichir en commentaire, mais qui ne se travaillent pas le jour du match, sauf exception. Typiquement, là, on a besoin d'aller chercher ce que tu appelles des sources. Et dans ce cas-là, dans le sport, les sources, c'est rarement le club qui est sur une communication quand même très
très officiel, très institutionnel, c'est l'entourage. Donc, ça peut être l'entourage de joueurs, et quand on dit entourage de joueurs, généralement, c'est les agents, quoi. Et on a besoin de ces sources-là quand on parle de transfert, hein, la plupart du temps, dans le sport, je parle dans le foot essentiellement. Après, quand il peut y avoir un sujet d'actu qui va, pour sortir du foot, toucher, je sais pas, pour prendre un exemple, vu que je suis un petit peu le judo, il y avait eu un petit psychodrame autour du kimono de Clarisse Agbenienou, ou plus récemment, Clarisse Agbenienou qui veut absolument avoir sa fille au village olympique, avec elle pour les JO qui vont arriver là. Là, c'est pareil, c'est son entourage, ou elle directement, si on a la chance d'avoir un contact. Donc oui, on va quand même, malgré tout, même si, entre guillemets, c'est du sport, à la source, quoi, régulièrement. Mais c'est plus pour des sujets d'actu, des papiers, des enrobés, enfin des papiers, des sujets qu'on peut faire en amont, que pour le commentaire en lui-même, où là, pendant le commentaire, on va utiliser ces infos-là, mais qui ont été vérifiées avant par un travail de desk quelque part, quoi. Et pour les infos un peu moins touchy, je dis n'importe quoi, mais c'est pour revenir au foot, cette fois-ci, encore une fois, qui est blessé, quel est l'état d'esprit, est-ce que les infos club, on va dire, on a des confs de presse dont on tire jamais grand-chose, mais qui sont malgré tout incontournables, qui sont généralement organisés la veille du match ou à 2 jours des matchs. Tous les clubs de Ligue 1 aujourd'hui ont un groupe WhatsApp dans lequel les suiveurs sont. Mais c'est pour les infos qui sont utiles, hein, de groupes d'effectifs, d'absences, de blessures, de composition d'équipe. Donc, c'est des infos essentielles pour nous qui commentons. Mais si on pose une question sur un groupe WhatsApp ou une conf de presse sur « Ah bah tiens, il paraît que vous êtes sur tel ou tel joueur, est-ce que c'est vrai ?» Jamais on aura la réponse. Et encore moins quand c'est le Paris Saint-Germain. Donc oui, il y a ce travail ce vrai travail journalistique qui existe aussi dans le sport, ouais, c'est une certitude. Ouais. Alors, on a parlé de l'avant, la préparation. Ouais. Maintenant, on va parler du pendant et des techniques de commentaires. Alors, le sport dans les médias, ça peut être à la télé, il y a les commentaires télé, et puis toi, c'est à la radio. C'est quoi la spécificité du commentaire radio? Alors, l'évidence, mais qu'il faut toujours rappeler, parce qu'en fait, ça guide tout, finalement, c'est qu'on n'a pas l'image. Enfin, c'est que l'auditeur n'a pas l'image. Donc, en fait, on est les yeux des auditeurs, quoi. Donc, ça, faut toujours l'avoir en tête. L'énorme différence, alors j'ai jamais fait de télé, moi, hein, jamais commenté de match en télé, mais bon, j'en vois beaucoup. L'énorme différence, c'est que à la radio, et ça touche pas que le sport d'ailleurs, on peut le blanc, il est interdit, quoi. C'est-à-dire que on parle tout le temps. Quand il y a un blanc, c'est la panique, hein. Donc, on peut pas laisser de l'ambiance, par exemple, derrière nous, ou alors vraiment de manière très très rare pour faire entendre un hymne, par exemple, faire entendre une Marseillaise. Oui, on va se taire, on va monter un petit peu le retour de l'ambiance du stade, et puis on va écouter la Marseillaise. Mais c'est rarissime, alors qu'à la télé, même sur du foot, il y a parfois, même si ça dure quelques secondes, des blancs, quoi. Ça, la radio, ça n'existe pas. Donc, la différence, c'est qu'on parle tout le temps. La différence, c'est qu'on est les yeux des auditeurs. Donc, les auditeurs, quand ils sont... moi, je m'imagine toujours l'auditeur dans sa voiture, en fait. C'est l'image que j'ai, même s'ils ne sont pas toujours dans leur voiture, ils peuvent être ailleurs. Mais c'est l'image que j'ai quand je commente. Donc, on donne des repères forcément dans l'espace et dans le temps que des commentateurs télé ne donneraient pas, quoi. Parce qu'à la télé, on sait si on est à la 14e, 15e minute de jeu, c'est marqué en haut à gauche de l'écran. Ça, à la radio, quand on écoute, on ne sait pas. Donc, il faut le redonner. Le score, il faut le redonner parce que les gens peuvent arriver, repartir. Il faut le redonner très souvent, le temps, le score. Et puis, dans la description des actions, essayer d'avoir des petites astuces de langage assez claires pour spatialiser un petit peu ce qui se passe, quoi. Donner des repères dans l'espace. Et ça, c'est toujours un peu casse-gueule, entre guillemets, parce que il faut qu'elles soient assez claires, ces infos-là, sans noyer l'auditeur qui, au bout d'un moment, quand on parle de gauche, de droite, de ci, de ça, comprend plus rien, quoi. Donc, il y a 2-3 petites astuces qui valent ce qu'elles valent, mais par exemple, un corner qui est tiré de la gauche vers la droite,
moi je vais le dire, quoi, lire de la gauche vers la droite en regardant les buts de machin truc. Et tout de suite, on essaie voilà, ou typiquement un coup d'envoi, ça peut être, c'est l'OM qui donne le coup d'envoi, l'OM qui attaque de gauche à droite sur votre écran imaginaire, voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est des grosses différences par rapport à la télé. Et puis, je pense que par la voix, on passe plus d'émotions que par l'image, en fait. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup à la radio, notamment, en tant qu'auditeur, là, je parle. Donc, je pense que dans les différences de débit qu'on peut avoir on peut arriver quand même à emmener l'auditeur avec nous de manière presque plus intense qu'à la télé où souvent, moi, je regarde des matchs sans le son, ça peut m'arriver, quoi. Alors, à l'époque, où quand c'est des copains qui commentent à la radio, je mets le son de la radio derrière. Des formations professionnelles, là, pour le coup. Mais je peux très bien regarder un match sans les commentaires télé. Parce que c'est l'image et évidemment ce qui se passe sur le terrain qui m'intéresse. Et voilà. À la radio, je trouve qu'on a peut-être un registre émotionnel plus important, quoi, à véhiculer. Et justement, sur cet aspect émotion, donc tu parlais le débit, l'intensité, j'imagine, et puis il y a les mots aussi. Est-ce qu'on prépare des punchlines en disant s'il marque là, ça va être incroyable, je vais dire ça? Comment tu travailles ça? Alors oui, le débit, oui, mais ça, de toute façon, on suit le jeu. C'est là que, pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce qu'il faut être spécialiste? Oui, le foot, pour le coup, le foot, il faut le sentir, quoi. C'est-à-dire que on peut pas débarquer. Moi, j'ai des collègues qui sont, par exemple, pas du tout sur le foot, qui suivent pas le foot régulièrement, qui baignent pas là-dedans, qui vont pas pouvoir être envoyés sur un match du jour au lendemain avec du commentaire et pas mal d'antennes parce qu'il faut quand même sentir ce qui se passe, en fait. Et ça, sentir ce qui se passe sur un match, c'est être passionné de foot, déjà, et donc être un peu spécialiste, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Donc, typiquement, si on sent qu'un but va arriver, qu'il y a une tension particulière dans le match, il faut déjà la sentir et la ressentir, quoi. Souvent, le stade nous la fait ressentir ou nous le rappelle quand on est pris par autre chose, parce qu'en fait, au stade, on a un casque sur les oreilles, on a le retour antenne, on n'est pas coupé de l'ambiance du stade, mais on la ressent pas comme un supporter, quoi. Moi, il peut se passer des choses, pour revenir à hier soir, il peut se passer des choses, enfin, j'étais pas au match, mais si je l'avais été, le match de l'OM qui était hyper tendu en fin de match à Villarreal, moi je peux avoir Macron dans l'oreille parce que c'est le discours qu'on diffuse sur France Info, donc c'est un peu déstabilisant, quoi. Mais alors, ce que je fais, moi j'enlève une oreille pour quand même pas être déconnecté du match. Et là, une fois qu'on ressent ce qui se passe, qu'on arrive à lire le match, la tension, on la fait ressentir effectivement par la voix, en accélérant le débit, en commentant une action parce qu'on sent qu'elle va être chaude. Donc, il faut toujours avoir un petit peu un œil, évidemment, sur ce qui se passe, mais aussi un petit peu sur ce qu'on dit, parce que, par exemple, France Info, encore une fois, on n'est pas en intégrale. Donc, à chaque fois qu'on vient nous chercher, il faut replacer un peu le contexte de pourquoi on commente ce match, pourquoi c'est important de commenter ce match, pourquoi c'est important pourquoi ce match est important. Et puis encore une fois, c'est une radio. Enfin, moi je travaille pour une radio généraliste, donc je vais pas partir trop, en tout cas, sur du 4-4-2, du 4-2-3-1, des trucs de spécialistes qui pourront faire des débats sur RMC pendant des heures. Nous, c'est pas notre public, quoi. Donc il faut recontextualiser. Par contre, si on voit que là c'est super chaud et que Villarreal pousse et qu'ils sont à deux doigts de mettre du quatrième but, le quatrième but qui éliminerait, enfin presque, l'Olympique de Marseille hier soir, qui en tout cas ferait basculer le match, là il faut sentir le truc et le centre de Villarreal qui est super chaud à la 89e minute de jeu et qui peut faire but, il faut le faire ressentir par la voix, quoi, que c'est très très chaud, quoi. Et là oui, c'est là qu'on monte dans les tours généralement, le débit qui s'accélère, la voix qui peut monter, mais en fait c'est un peu naturel, quoi, enfin, au bout d'un moment. Il faut le faire, mais c'est un peu naturel. Il faut accompagner les actions, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on véhicule ces émotions-là. Et après, il y a une manière très... De toute façon,
est basique en radio, c'est de décrire ce qu'on a sous les yeux, quoi. Et ce qu'on a sous les yeux, ça se passe aussi en tribune, en fait, parce que le stade, c'est pas qu'une pelouse, quoi. Un stade, c'est un lieu de vie, quoi. Donc, il se passe des choses en tribune, on voit des choses, nous, en tribune. On a en plus, la plupart du temps aujourd'hui dans les stades, un petit retour vidéo. Donc on a l'image en fait. Donc on peut voir ce qui se passe déjà autour de nous. L'ambiance, on la ressent. On voit le visage des supporters. On voit certains visages, on est loin en tribune de presse généralement, mais justement sur ces retours vidéo, sur certains joueurs et tout, donc ça on le voit, donc il faut le décrire, quoi. Un joueur qui a peur, un joueur des supporters qui ont peur, des supporters qui exultent, des supporters qui pleurent des fois, de tristesse, de joie, ça on arrive à le voir en fait, quoi. Donc ça évidemment il faut le décrire. Et c'est la base finalement du reportage radio et du direct radio, c'est de décrire ce qu'on a devant les yeux. Donc j'ai envie de dire, ça va tout seul et on le décrit, chacun le décrit à sa manière, mais oui, dans le foot, c'est souvent monter dans les tours, ouais, au niveau de la voix. Et juste un petit autre exemple sur l'importance de décrire ce qu'on a sous les yeux, notamment sur le cyclisme. Donc moi, j'ai eu la chance de faire des Tours de France, et notamment sur la moto. Et en fait, en moto, on voit, donc on est sur une moto son, on est en pleine course, mais on voit moins la course. Objectivement que ce qu'on voit sur France 2, ce que ma collègue qui est en cabine de commentateur voit, l'attaque de machin, l'écart qui se réduit, on voit très peu parce qu'en fait il y a tellement de voitures, tellement de motos, tellement de choses que commenter vraiment la course en elle-même sur l'aspect purement sportif, c'est de la moto, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Par contre, on voit d'autres choses, quoi. On voit énormément d'autres choses. On voit la route, on voit parfois enfin, parfois tout le temps même, des cyclistes qu'on peut dépasser, on voit des visages, on voit donc l'état de la route, on voit du public, on voit plein de choses qu'on ne voit pas à la télé. On voit à quoi ressemble la descente, est-ce que la descente va vite, on voit des virages, on voit vraiment 1000 trucs. Et en fait, ce qu'il faut, c'est décrire ce qu'on a sous les yeux, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est là, par ça aussi, par la description pure, qu'on fait passer des émotions, quoi. Pas que par le débit, voilà, c'est aussi par la description, tout simplement, de ce qu'on voit, quoi. Et alors, du coup, tu as peut-être déjà un petit peu répondu, mais lors d'une retransmission sportive, si on t'appelle et que on est en plein temps mort, c'est-à-dire un début d'étape du Tour de France où il ne s'est encore rien passé, un joueur blessé et qui met du temps à se faire soigner pour un match de foot, qu'est-ce que tu utilises pour faire vivre quand même la retransmission? C'est là qu'il faut, que ce soit en intégrale ou que ce soit même sur des petits points ponctuels, c'est là qu'il faut en avoir un petit peu sous le coude, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir préparé plus que ce qu'on va dire, quoi. C'est la plupart du temps, moi je me note des trucs sur un petit cahier comme ça, hein, c'est pas très très compliqué, mais je me note plein de trucs, puis à la fin du match, je revois mon cahier, puis je me dis, bah tiens, ça je l'ai pas dit, par exemple, quoi. Mais j'aurais pu le placer. Donc il faut arriver à savoir ce qui va faire l'actu d'un match, en fait. Et sur ces grandes thématiques-là, avoir des billes. Voilà. Typiquement, match du PSG, on sait que Mbappé va faire l'actu du match, quoi qu'il arrive, quoi. Qui joue pas, qui marque pas, qui rentre, qui rentre. Donc, les stats Mbappé, elles sont, bon, au bout d'un moment, on les a dans la tête, mais elles sont là, quoi. Donc, typiquement, ça peut être, on va pas toujours parler d'Mbappé, mais avoir quand même sur des thématiques qui sont pas du registre de l'anecdote, un peu de biscuits, un peu de stats, un peu de trucs, un peu de ah bah tiens, lui, pardon, excusez-moi, j'ai un petit message, c'est hop, pour pouvoir le placer idéalement au meilleur moment. Et puis sinon, bah, encore une fois, la description, hein, ce qui se passe. Alors c'est sûr que pour reprendre ton exemple, si c'est un joueur blessé, commenter pendant 4 minutes les soigneurs qui rentrent sur le terrain, bon, ça va pas le faire. Mais c'est des petites béquilles qui nous permettent quand même de gagner du temps, quoi. Ce qui se passe dans le stade à ce moment-là, voilà. Et puis c'est vrai que ça vaut ça, encore une fois, pour l'intégrale, ce qu'on fait encore une fois rarement à France Info. L'avantage qu'on a à France Info, c'est que vu que l'auditeur n'est pas là du début à la fin du match, l'auditeur il va passer du match de foot à l'actu politique, à telle chronique, à telle autre actu, à un journal, machin, et on va revenir au foot. J'ai pas les chiffres en tête de la durée d'écoute moyenne de l'auditeur sur France Info, mais elle n'est pas énorme, quoi.
on remet le contexte, quoi, tout simplement. Le match qui a débuté depuis tant de temps, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé tel truc, voilà. Donc on arrive quand même à s'en sortir la plupart du temps, même si des fois il faut sortir les rames, quoi. Mais c'est là qu'il faut avoir un peu d'expérience en la matière, mais ça peut arriver, ouais. Ouais, de ramer, ça peut vraiment arriver, ouais. Alors, tu parlais des spécificités de tel ou tel sport. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus compliqués à commenter que d'autres? Est-ce que le sport collectif, c'est plus compliqué que le sport individuel? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense pas que ce soit plus ou moins compliqué. Je pense que le sport individuel, il faut beaucoup plus travailler l'individu, en l'occurrence. Et là, effectivement, il faut aller un petit peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que faut avoir un petit peu plus de billes. Je prends l'exemple du judo, par exemple, que j'ai fait récemment. Sur une journée de judo, on peut pas voir le judoka ou la judokate avant qu'elle perde, avant qu'elle sorte de sa journée. Donc entre les combats, on peut pas aller vers salut, comment ça va, machin, t'as mal au pouce, voilà, ça on peut pas le faire. Par contre, on peut aller voir son entraîneur, on peut aller voir l'entourage de l'équipe de France, on peut aller voir tel truc, ça, voilà. Donc là, on va aller pousser dans le détail un peu plus les infos sur l'individu, quoi, sur le sportif, la sportive, etc. Donc ça, c'est peut-être une différence. Après, dans les techniques de commentaire, euh, euh, non, il n'y en a pas. Enfin, je vois pas d'énorme différence entre un sport collectif et individuel, hein. Alors, tu parlais du judo à l'instant, et comme pour tous les sports de combat, il y a quand même quelque chose de très spécifique, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va se terminer. C'est-à-dire qu'un combat de judo, ça peut durer 4 secondes ou 6 ou 7 minutes. Alors comment ça se gère quand on est en train de le commenter? C'est pareil que le temps mort pour les soigneurs sur la pelouse du stade, hein. C'est là qu'il faut avoir des billes, et donc du coup des billes pour le coup plus individualisées. Un combat de Teddy Riner qui s'éternise où il se passe rien. Alors déjà faut le dire. Il faut le commenter, ça, quelque part, même si on va pas commenter pendant 3 minutes qu'il se passe rien, il faut quand même dire qu'il se passe rien, parce que, encore une fois, on est journaliste, on est là pour dire ce qui se passe et décrire ce qu'on a devant nos yeux dans l'exercice, en tout cas du commentaire. Donc il faut dire ce qui se passe sur rien. Généralement, au judo, quand il se passe sur rien, il se passe toujours quand même des choses, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur de la stratégie de combat, sur de la prise de garde, là. Bon, ça se commente. Après, effectivement, quand il se passe vraiment rien, c'est là qu'on ressort un petit peu les petits biscuits qu'on a mis sous le coude concernant Riner. C'est pas très compliqué, hein. Vu le palmarès du garçon, par exemple, c'est vite fait de ressortir tout ça. Et encore une fois, on n'est pas sur la chaîne spécialisée du judo, quoi. Donc c'est pas que pour avoir des béquilles, quoi, qu'on ressort les infos de base sur Teddy Riner. C'est aussi parce qu'on s'adresse à un public très généraliste, quoi. Et même si tout le monde connaît Teddy Riner, tout le monde ne sait pas qu'il en a 11 des titres de champion du monde, qu'il fait, je sais pas, 2 mètres, je sais plus combien, de mètres 04, donc même si ça nous paraît à nous et aux spécialistes du genre des banalités, en fait, il faut jamais s'interdire de les dire, parce qu'il faut toujours avoir le public qu'on a en tête. Et à France Info, en tout cas, le public, c'est un public généraliste. Donc voilà, on s'en sort un petit peu comme ça, mais finalement, c'est la même réponse que pour tout à l'heure, hein. Faut avoir un petit peu préparé. Et quand je dis un petit peu, ça prend pas des jours, hein, mais voilà, la veille de l'événement qu'on commente, ou le jour J pour un match de foot qui se passe le soir, faut avoir quand même préparé un petit peu ça, et c'est mis de côté, chacun a ses petites techniques, quoi. Alors, tout ce que tu nous dis depuis 40 minutes maintenant, Nicolas, on peut le retrouver globalement dans les ressources auxquelles tu as participé et sur lesquelles on a travaillé au Clémy. Donc tu n'es pas tout seul à avoir travaillé sur ces ressources. C'est aussi Jean-Charles Barès de la chaîne Équipe, Alexandre Pasteur de France Télévisions. Et donc on va vous montrer un tout petit exemple de ce à quoi ça ressemble. Ce sera prochainement sur le site du Clémy. Il y a aussi un parcours de formation magistère qui va être organisé autour de ces ressources. L'idée étant de créer des activités utilisables en classe et adaptables à différents niveaux pour les élèves. Donc le plan de départ, c'est d'avoir des images d'une retranscription d'un événement sportif, pardon,
et de donner des éléments de contexte aux élèves. Typiquement, sur l'exemple que je vais vous montrer, c'est Teddy Riner, championnat du monde de judo à Doha en 2023, c'est la finale. Et donc, on va donner ces éléments de contexte, on va fournir les images sans le commentaire, et les élèves vont devoir, en tenant compte de plein d'éléments, d'apports de connaissances qui vont être fournis par les journalistes, ils vont devoir rédiger un petit commentaire et poser leur voix ensuite. Et à l'issue de cet exercice-là, ils vont pouvoir bénéficier de ce type de document que je vous montre maintenant, en espérant que ça fonctionne. C'est parti. Alors, attendez, j'ai l'impression que le son n'est pas actif. Alors, on va relancer tranquillement ça. Hop. Voilà. Excusez-moi pour ce contretemps. On y va. Alors, on avait une différence de gabarit tout à l'heure chez la finale des lourdes. Il y a différence de gabarit également chez les garçons parce que du haut de ces 2,04 m, Teddy Riner, eh bien, il voit le crâne de Hilal Tassoyev, 1,85 m, 24e mondial. On l'a dit, aucune médaille mondiale pour l'instant pour ce combattant, mais il a fait une très belle journée. Il tente de l'amener au sol, Teddy Riner, sur ce premier mouvement, interruption de l'arbitre, 2 minutes écoulées. Alors dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près tous les exercices, on va dire, imposés du commentaire radio. Il y a du descriptif, c'est-à-dire que la taille des deux combattants, ça permet encore une fois à l'auditeur de s'imaginer la scène, donner la taille, et puis voilà, une petite image, dire que Teddy Riner voit le crâne de son adversaire. Comme ça, on a tendance à visualiser tout de suite. Il y a de l'informatif, donc ça, c'est ce qu'on a préparé avant. C'est-à-dire que Tassoyev n'a aucune médaille mondiale, etc. Ça, on ne va pas l'inventer si on arrive comme ça et qu'on n'a pas préparé son combat avant. Avant, ça ne veut pas dire forcément des jours et des jours avant, parce qu'on ne sait pas que Tassoyev va être l'adversaire de Riner en finale. Donc avant la finale, il faut avoir un petit peu préparé quelques informations pour pouvoir les glisser comme ça et enrichir le commentaire, et puis toujours donner des repères dans l'espace et dans le temps. Là, en l'occurrence, c'est le temps. Voilà. Ce qui est bien, Nicolas, c'est que tu es cohérent avec toi-même, parce que tu nous as dit à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, je précise effectivement, là, on a demandé les images à la chaîne L'Équipe, qui avait retransmis l'événement en direct, et du coup, on a aussi le commentateur de la chaîne L'Équipe qui nous apporte ses lumières, ce qui permet donc de bien voir les différences entre commentaires radio et commentaires télé. Et donc, il y aura 14 extraits de ce type dans la ressource. Il y a du cyclisme, de l'athlétisme et donc du judo. Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure dans ce webinaire, et donc c'est le moment de passer aux questions que vous souhaitiez poser. Sportive, ou est-ce que vous pouvez couvrir n'importe quel sport? Donc moi, je suis dans la cellule foot de la direction des sports de Radio France. Donc on travaille pour toutes les antennes du groupe Radio France, essentiellement France Info et France Inter. On est, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est 12 journalistes, on va dire journalistes commentateurs, parce que personne n'est que commentateur. Tout le monde peut commenter. On est 12 journalistes et on est 4 dans cette cellule foot. Donc oui, je fais beaucoup de foot, mais pas que. Parce que dans cette cellule foot de 4, on va dire qu'il y a 2 personnes vraiment à temps plein qui font que du foot. Moi, je peux faire autre chose. Alors oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, quand même vers les disciplines dans lesquelles on est à l'aise. Donc moi, j'ai pu commenter, j'ai eu la chance de commenter cette saison. Venant de Savoie et de Chambéry, je suis assez familier du handball, donc j'ai fait la finale des championnats du monde
et le titre mondial des handballeuses françaises, un petit peu de judo, parce que, en fait, alors pour le coup, le judo, c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment pas mon monde. Et en fait, c'est la discipline que je vais commenter au JO. Donc, je suis allé sur ces mondiaux, sur les championnats d'Europe et sur d'autres compètes pour me familiariser un petit peu avec tout ça. Et pour le coup, je suis parti quand même d'assez loin dans le judo, quoi. Donc, ça prouve bien qu'on peut commenter des sports sans en être vraiment spécialiste, à condition de bosser un minimum, quoi. Merci Nicolas. Donc effectivement, vous pouvez lever la main, comme le dit ma collègue Elsie, si vous souhaitez prendre la parole ou écrire votre question dans la... Tu vas être très occupé, Nicolas, durant cet été-là. Raconte-nous un petit peu ce qui va se passer. Ouais. C'est un été particulier, pas que pour moi, hein, pour tous les journalistes sportifs en France, je pense, parce qu'il y a un enchaînement. Je ne sais pas s'il y a eu des précédents, en tout cas, je pense pas. Moi, ça fait pas très très longtemps que je suis ici, mais je pense pas qu'il y ait eu un enchaînement aussi important d'actus sportives et de très grosses actus sportives en France. Depuis très longtemps, donc moi je pars sur l'Euro de foot qui commence le 14 juin en Allemagne, et ensuite, alors en même temps il y aura le Tour de France, donc deux quand même énormes actus sportives qui nécessitent de l'organisation, des moyens, beaucoup de choses chez nous et dans toutes les rédactions sportives françaises. L'Euro de foot se termine grosso modo 10 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, et le Tour de France c'est encore pire, je crois que l'arrivée est une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, donc on va tous enchaîner, parce qu'évidemment sur les Jeux on est tous, tout le service est mobilisé, on a même fait appel à 18 renforts qui viennent des locales de France Bleu, qui viennent d'autres services non sportifs de la maison de la radio. Donc on sera une trentaine de commentateurs au jeu, et évidemment le temps fort de l'été, c'est les Jeux. Donc moi je serai sur le judo la première semaine, et sur le handball à Lille sur la deuxième semaine, notamment le dernier week-end, si les équipes de France vont en demi-finale, ce qui est probable, en tout cas on l'espère. Et puis début de deuxième semaine des Jeux, un petit peu à droite à gauche, on se fait un petit peu de marche, quoi. Donc ouais, actu assez sportive. Et puis il y a les Paralympiques qui vont commencer fin août, pleine rentrée scolaire, mais qui vont être, je pense, plus suivis que jamais, en tout cas, parce que c'est évidemment les Jeux de Paris. Donc on nous a demandé d'être mobilisés aussi. Donc ouais, c'est de début juin à mi-septembre, c'est voilà, plein gaz. Beau tunnel. Autre question, est-ce qu'il existe et quelles sont les formations spécifiques pour devenir journaliste sportif? Alors, il n'y a pas de journaliste sportif en tant que tel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quinzaine, je crois, 14, mais peut-être que tu sauras, Xavier, le chiffre exact, mais je crois qu'il y a une petite quinzaine d'écoles reconnues par la profession. Donc ce sont des écoles reconnues par la convention collective des journalistes, et c'est vraiment moi le conseil que je peux donner, c'est que ce sont les écoles qu'il faut viser. Dans ces 15 écoles, il y a certaines écoles, c'est un peu loin, hein, moi les écoles maintenant, en plus moi j'ai pas fait une école reconnue, donc, mais dans les 15 écoles, je crois que le SJ Lille, par exemple, a une formation journalisme sportif, mais c'est assez rare. De toute façon, le conseil que je peux éventuellement vous donner, si vous avez des questions d'élèves ou quoi, parce que c'est vrai que c'est un métier, genre les sportifs, qui attire beaucoup. Il y a pas mal de fantasmes aussi, hein, parce que là, on a parlé de choses un peu sympas, mais c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est journaliste, quoi, avant d'être journaliste sportif. Et que pour être journaliste sportif, moi, encore une fois, je connais personne qui a fait que du sport. J'ai aucun collègue qui a fait que du sport dans sa carrière, quoi. Même à la télé, tout le monde a commencé, que ce soit en PQR, que ce soit au Natio, que ce soit en radio locale ou en télé, tout le monde a commencé par ce qu'on appelle de l'infogéné. C'est un terme un peu générique pour dire tout sauf le sport, en gros, quoi. Mais savoir tout faire. Donc il n'y a pas de formation vraiment de journaliste sportif. Il y a peut-être des formations privées, mais elles sont un peu... Quand on ambitionne d'être journaliste, franchement, l'objectif numéro 1, c'est école reconnue. Donc il y en a une quinzaine. Ça se passe sur concours, ça c'est un peu harmonisé tout ça, je crois que c'est un bac+3 généralement. On passe des concours, et ensuite, dans sa formation,
qu'elle soit proposée ou pas, via le biais de stages ou par des intérêts, on peut s'orienter déjà dès le début un peu vers le sport. Mais il faut savoir qu'on ne commencera pas sa carrière commentateur sportif sur telle ou telle chaîne du Nation. Ça n'existe pas, quoi. Il faut faire ses gammes en généraliste, dans le milieu de la presse, le milieu professionnel de la presse qu'on connaît, qui n'est pas toujours évident. Et ces écoles reconnues, on en sort à Bac+5 avec un master pour la plupart. Et le gros avantage de viser ces écoles-là, c'est qu'en fait, elles ont des partenariats avec des médias pour des stages. Et comme dans beaucoup de milieux, mais particulièrement dans le journalisme, parfois un stage où ça peut changer beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est en tout cas une première immersion dans le monde de l'entreprise qui, pour le coup, pour moi et dans le milieu du journalisme, est vraiment utile. Donc le conseil à donner, c'est déjà le bac. Après, atteindre ce bac+3 pour aller sur une formation de journaliste, encore une fois, c'est un peu vieux, mais il n'y a pas de chemin tout tracé, quoi. Il y a des écoles prépa qui existent, je crois, aujourd'hui. Bon, voilà, ça peut être un objectif, mais en tout cas, ce concours d'entrée aux écoles de journalisme reconnues a cet énorme avantage de pouvoir ensuite faire des stages dans des vrais médias solides, quoi. Merci Nicolas. Alors une question, on voit bien que les gens ont perçu une certaine expérience, puisqu'on te demande qu'a changé l'apport du numérique dans le métier de journaliste sportif. Alors dans le métier de journaliste, déjà, énorme. Alors moi, je suis pas si vieux que ça, mais quand même, je dis ça parce qu'en fait, j'ai connu, parce que bon, quand on fait ses gammes à Radio France, il y a tout un processus d'entrée. On commence par de la pige, par du CDD. Il y a un fameux planning de Radio France où on fait des remplacements pendant très longtemps, plusieurs années avant d'intégrer une titularisation. Enfin bon, bref. Et pendant ce début de parcours du combattant, moi, j'ai connu encore le montage sur bande, c'est-à-dire que c'était vraiment de l'analogique, quoi. C'est-à-dire qu'on allait, j'ai connu la fin de ça, j'ai connu la transition en fait, de l'analogique vers le numérique. Donc c'est année bleu-jaune. Ouais, c'est 2000, quoi, en gros, quoi, un petit peu avant. Et donc, on avait des magnétos, des Nagra, où c'était de la bande, quoi, comme de la bande de cassettes audio à l'époque. Et on allait enregistrer nos reportages. Et quand on faisait le montage, c'était avec un ciseau, effectivement bleu-jaune, parce qu'il y avait un petit autocollant bleu pour le début de la bande, un petit autocollant jaune pour la fin de la bande. Et on faisait des collages, quoi. Donc moi, j'ai connu ça. Et dès que j'ai connu la transition au numérique, où maintenant tout se fait évidemment sur ordinateur, voilà, et ça a été une révolution pour le métier, mais vraiment, quoi. Un gain de temps incroyable, une autre manière de bosser. Donc ouais, la révolution, elle s'est faite à ce moment-là. Et pour être un peu moins ancien combattant, aujourd'hui, le numérique, oui, c'est encore en perpétuel mouvement. Moi, on me demande pas, moi personnellement, d'être sur les réseaux sociaux beaucoup, de manière professionnelle, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des services en fait numériques à France Info. Mais par exemple, je sais qu'à France Bleu, où il y a moins de moyens par radio, moi je m'occupais tout le monde s'occupe du numérique aussi. C'est-à-dire que là, il faut après le match, parfois pendant le match, mettre en ligne l'article, partager sur les réseaux sociaux. Voilà, mais bon, ça c'est quand même déjà en cours depuis un certain temps. La vraie révolution numérique, elle a eu lieu il y a 20 ans, et aujourd'hui, c'est des médias qui s'adaptent en fait aux nouvelles pratiques, quoi. Alors justement, en parlant de nouvelles pratiques, une dernière question, Nicolas. Est-ce que vous êtes davantage préservé dans le journalisme sportif de l'invasion de l'intelligence artificielle? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Je me dis que, quoique, une intelligence artificielle pourrait commenter des matchs, je vois pourquoi elle pourrait pas le faire. Ça doit bien être possible, mais bon, moi, c'est pas une problématique dont j'entends parler autour de moi. Aujourd'hui, non, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, mais oui, potentiellement, est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait faire passer
l'émotion d'un match, d'un événement sportif, je ne sais absolument pas répondre à cette question. Peut-être, mais j'en doute. L'avenir nous le dira. Et on a une main qui s'est levée. Thomas, une dernière question avant de conclure. Alors, on n'entend pas. Voilà, pardon. Bonjour Nicolas, merci Xavier pour la question. Justement, c'est un peu le contre-pied de cette question sur l'intelligence artificielle, c'est l'émotion que vous faites passer, c'est évidemment très important, mais est-ce que vous ne trouvez pas que certains journalistes commentateurs ont tendance un peu à abuser dans la théâtralisation, dans le côté enflammé, les hurlements? Alors on avait Eugène Sacomano, on a bien sûr à France Télévisions des pointures qui savent aussi monter dans les tons, mais qu'est-ce que pour vous, ça apporte ce côté très théâtral au moment d'un but ou avant un but ou avant n'importe quel événement sportif? C'est toujours une question de dosage moi, parfois, je suis agacé par des enflammades comme ça. Et en fait, j'ai des personnes que ça dérange pas, quoi. Donc, il y a aussi, je pense, des différences de perception du public. Oui, je pense qu'on en fait un petit peu too much. Il y a un côté spectacle dans le foot en particulier, ou dans le commentaire sportif en général. Il y a un côté spectacle. Après, je comprends que ça puisse heurter. Je sais qu'à France Info, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut s'enflammer, mais qu'on peut aussi... on n'en fait pas trop non plus. Je ne suis pas là pour taper pour commenter ce que font des concurrents, mais moi j'ai un petit peu de mal, par exemple, avec RMC, qui a des super commentateurs, vraiment, vraiment des super commentateurs, mais où parfois ça part un petit peu trop, quoi. Après, c'est une question de goût, je pense. Sur le terrain, est-ce que je me tempère ou non, moi ça sort un peu comme ça vient. Mais je comprends qu'on puisse être agacé par ça, avec le côté un petit peu spectaculaire de ces moments-là puisse gêner. Après, c'est une manière aussi de marquer la différence par rapport à dans un match à un temps faible, quoi. Entre temps faible et temps fort, quoi. Mais il faut savoir doser, quoi. Enfin, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces réponses, pour ta disponibilité aujourd'hui, pour Merci à avoir vous. participé à la création de ressources dont on a parlé. On espère que désormais, vous en savez plus sur les coulisses du journalisme sportif et du commentaire sportif. Au revoir et on vous souhaite une très bonne semaine de la presse et des médias dans l'école.